Bonjour à tous et bienvenue pour cette ronde 4 du championnat du monde actuel entre Ding et Gukesh. On a vu que hier Gukesh a gagné avec les blancs contre Ding sur un Gambit d'échange. Et cette fois-ci Ding a les blancs. Vous allez voir la partie, elle est plus facile à comprendre, hein, elle est moins complexe, mais elle est quand même assez intéressante. Et du coup, Ding va jouer un système qui me semble intéressant, que je vais peut-être jouer moi, qui sait, dans mes parties, qui peut être un bon système pour les amateurs, c'est-à-dire cavalier F3. La réti, hein, c'est souvent une ouverture très logique, on contrôle le centre avec le cavalier, on ne donne pas encore l'adresse de quel pion on va mettre au centre, et sur D5, Ding va jouer E3. Cette ligne est quand même vachement rare, c'est ce qu'on appelle le système calme de la réti. L'idée c'est que on va bloquer en fait ce fou, un peu comme dans une française, mais on va peut-être plutôt le développer sur le fianchetto, voire plus loin comme on verra dans la partie. Et après cavalier F6, Ding va jouer B3. Donc globalement, ce coup est très logique. Déjà, le pion en E3 empêche toutes les poussées de D4, toutes les poussées de F4, ça peut préparer une poussée de D4, ça peut aussi permettre d'ouvrir ici le fou F1 hein, pour qu'il se développe un peu comme un système Nimzo Larsen que l'on avait vu en vidéo il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Et là maintenant en fait il va jouer un système Nimzo Larsen où il n'a pas encore de l'adresse de son fou. Et ça va être important dans quelques coups. Ici son adversaire Gukesh va jouer en 5 minutes de réflexion quand même, hein. Il a pas mal réfléchi pour jouer un coup en fait. Ici il aurait pu jouer un coup comme fou G4 mais il a préféré jouer une option plus stable avec fou F5, très logique. Un peu comme un système de Londres inversé, hein, où il va jouer ensuite E6, il va se développer, il va roquer, aucun problème. Et encore une fois, on est content hein, de faire nul avec les noirs. Fou E2 joué par Ding, donc il ne donne toujours pas l'adresse de son fou. Il développe plutôt son fou de casse blanche. Il le développe ici pour préparer très rapidement le rock, pour peut-être empêcher les, les clouages. H6 joué par Gukesh. S'il avait joué E6 par exemple, les blancs auraient pu avoir une opportunité de jouer sur cavalier H4, hein, qui gagnerait la paire de fous. Donc c'est pas très intéressant. Il joue plutôt H6 du coup, pour que s'il y a cavalier H4, il peut simplement revenir en H7 et ne pas se prendre de échange de fou de casse blanche, on va dire. Ici, fou B2 est probablement possible, mais on voit pas vraiment l'intérêt. Hein, dans ce cas-là, pourquoi ne pas directement jouer sur le système Nimzo Larsen avec B3 fou B2. Il va jouer à la place fou A3. Et c'est une idée qui est quand même vachement intéressante, hein, une idée très très intéressante et assez innovante hein, dans le sens où les noirs ne peuvent pas vraiment jouer E6 ici, qui n'est pas la partie, hein, mais il y aurait simplement fou prend F8, et on voit toute l'idée de Ding, c'est qu'ici tu es obligé de récupérer, sinon je reviens en arrière, et bah si tu prends de la tour ou si tu prends du roi c'est pareil, tu vas te faire déroquer. Prendre du roi est probablement un peu plus précis, parce que prendre du roi, on va pouvoir ensuite jouer sur roi G8, roi H7, et activer la tour comme ceci et faire un espèce de rock manuel. Alors que prendre de la tour, le problème c'est qu'en fait, on aura énormément du mal à mettre le roi à l'abri ici parce que le cavalier bloque la mobilité du pion F. Mais bon, n'empêche que jouer E6 immédiatement ici donnerait en fait aux blancs la possibilité de déclouer en fait le roi des noirs. Et c'est exactement ce que veut Ding, il veut un peu paralyser la position des noirs. Et Gukesh va réfléchir un petit peu. Il va réfléchir un petit peu. Hein. Ici, il y a un seul coup qui est réellement logique, il va réfléchir, il va le trouver. Hein. C'est le coup cavalier BD7. Un coup extrêmement logique. Hein. L'idée, c'est qu'on vient défendre un peu le fou. Donc l'idée, c'est qu'on peut permettre de jouer la poussée E6, parce que maintenant, si jamais il y a prise, on pourrait prendre du cavalier, le bouger et roquer très rapidement. Donc c'est possible. Et il peut aussi jouer sur C5, peut-être pour peut-être un peu dire à Ding, ok, je m'en fous de ton fou, je vais essayer de te l'enfermer. Enfin, de ne pas le faire jouer. Après, en général, quand il y a le pion ici, on préfère plutôt mettre le cavalier en C6. Mais c'est une approche acceptable. En général, si jamais le cavalier est plutôt en D7, on va plutôt avoir tout intérêt à mettre le pion en C6 pour consolider un peu les cases blanches maintenant que le fou il est sorti. Avec E6 qui arrive, ça fait une espèce de structure vraiment comme un système de Londres. Et après cavalier BD7, petit roc E6 prise. On a vraiment une option, on a vraiment la position que Ding voulait avoir. Où ici il reste deux parties de maître. Il y a une partie qui opposa en 1978 Jens Hove, je crois, hein, Fries Nielsen, oh, purée, contre Yasser Serawan, hein, un grand joueur des années 80.
Et il y a une autre partie qui oppose deux gars qui sont un peu plus aléatoires, hein, de 2250, 2300, donc de FM, de MF plutôt, des mètres feed, en 2003. Et en gros, l'idée c'est que ici, les deux coups théoriques, qui sont logiques, c'est soit D4 pour prendre le centre et complètement empêcher la mobilité. Mais Ding va opter pour une option plus intéressante et un peu complicatrice, j'ai envie de dire. Il va jouer C4 directement. L'idée c'est que D4 n'est pas possible à cause du cavalier et du pion, hein, ça contrôle très bien. Et il vient taper, il ne vient pas donner l'adresse de son pion qui pourrait peut-être même venir en D3. Globalement, c'est quand même assez intéressant. Il veut garder le contrôle de la case D3 et de la case C3. C'est intéressant. Maintenant, Gukesh a deux choix. Parce que là, ici, on continue. Hein, c'est ce qu'a joué notamment Fries Nielsen, hein, donc contre sa partie contre Serawan. Mais du coup, ça a aussi transposé cette position et est aussi arrivé dans une partie entre Wesley So et Anish Giri, deux joueurs du top 20 mondial, en 2021. Donc je pense savoir de quelle inspiration Ding a utilisé pour cette partie. Il a probablement regardé le système que Wesley So a joué en 2021. Hein. C'est assez intéressant. Ici, Giri avait joué cavalier 8d7 contre. Et l'autre partie, donc celle de Serawan, avait continué avec C6. Gukesh va jouer cavalier 8d7, donc il suit la partie de Anish Giri, ce qui est très logique, parce que le cavalier est actif, il vient faire une espèce de tandem avec l'autre cavalier. Peut-être vient un E5, il vient préparer simplement le pouce C6, préparer le roc. Donc tout est logique. Cavalier C3, on continue de suivre la partie. Hein. Ding continue à améliorer ses pièces, le cavalier est actif, il vient peut-être taper ici, il vient peut-être aussi préparer, peut-être une poussée E4 avec D3 E4, peut-être dans le futur. L'idée c'est que moi personnellement en partie j'aurais peut-être joué D4, qui est aussi un bon coup. Mais ici je pense que Ding, déjà il avait peut-être pas envie de partir sur des positions aussi simples que ça, dans le sens où ici c'est très solide et il n'y a probablement aucune chance de faire un gain. Mais ici, je pense qu'il avait peut-être peur de cavalier E4, mais sur quoi en fait ici on peut jouer sur fou D3, dame C2 hein, ici, par exemple petit roc, dame C2, C6 et cavalier C3. Et en fait on a plein de pièces qui sont rivées un peu sur les pièces noires un peu mal placées. Et ça joue, globalement c'est intéressant comme position, il y a cavalier E2 qui pourrait très vite arriver, pour revenir en G3, ou même cavalier D2 peut-être pour taper encore un peu plus ce cavalier. Pour moi c'est une position qui est très intéressante, mais évidemment le coup qu'a joué Ding est très très intéressant aussi. D4 est une nouveauté, hein, ça n'a jamais été joué, quoique c'est pas une nouveauté en fait, parce que ça transpose une partie. Mais, globalement, moi j'aurais peut-être joué D4, cavalier C3, également très jouable. Il a quand même réfléchi pas loin de 17 minutes 30 pour jouer ce coup. Donc ça montre que malgré hein, le fait qu'il joue une option, un système très solide, hein, il a vraiment du problème avec la gestion de son temps. Il est toujours très très mal au temps. Au bout de 10-11 coups, hein, on se souvient de la première ronde où il a réfléchi 35 minutes pour jouer son sixième coup. Donc globalement, Ding, il doit vraiment faire gaffe à son temps. Petit rock joué par Gukesh assez rapidement et c'est prendre des 5. Donc l'idée, hein, c'est bon, donc là ça détourne là, jusqu'à petit rock, c'était également arrivé dans la partie entre So et Giri. Et là, après ces prendés, on dérive de celle-là et maintenant on transpose dans une partie qui oppose les grands maîtres norvégiens Sohan Salomon et le maître international norvégien Christian Stuvik-Holm. Donc c'est une partie qui est arrivée en 2021, hein, il y avait exactement cette position. Et après, eux prend D5, ici, ils avaient joué cavalier D4, mais Ding a voulu jouer solidement, et agressivement plutôt. Il va jouer B4, une option intéressante, il vient prendre de l'espace à l'aile dame, peut-être préparer dame B3 pour peut-être ensuite jouer sur une poussée des pions de l'aile dame. Globalement, c'est très intéressant. Et ce n'est toujours pas une nouveauté parce qu'on a encore une fois transposé dans une autre partie, parce qu'on a encore une fois dérivé de la partie de Holm. Et là maintenant on est dans une partie qui opposait Diego Flores à Ernesto Real de Azua. Donc c'est deux grands maîtres argentins. Bon c'est juste pour la culture, hein, mais globalement c'est pour vous dire que ce système est quand même extrêmement similaire dans toutes ces parties. Hein. Ici la partie avait continué C6 et d'ailleurs Gukesh va jouer C6. Idée peut-être empêcher B5. Parce que l'idée c'est que là si on joue B5 il y a simplement C3, C5. Alors que si on faisait un autre coup et qu'il y avait peut-être... si on faisait un autre coup et que là maintenant il y avait B5, si on fait C5, il y a la prise en passant qui est possible, et donc ça pose problème. Mais du coup, en jouant C6 avant, ça empêche en fait que si jamais il joue B5, il y a la prise en passant, et donc on prendrait de l'espace, et c'est vraiment pas bon pour les blancs. Et là, du coup, Ding va jouer cavalier D4, coup théorique hein, pour
pour attaquer le fou. On est encore une fois sur la partie entre Flores et Real de Azua. Hein. Les autres parties et le coup proposé par des autres maîtres, c'est Dame B3. Hein. C'est le coup qui a été souvent proposé dans les rediffusions en direct de la partie. L'idée étant de continuer à défendre le pion, d'être joué A4, B5 par la suite. Globalement, c'est très intéressant. Maintenant, après cavalier D7, fou H7, il joue Dame B3. Et là, maintenant, on est sur une nouveauté. L'idée, c'est que les coups principaux étaient D3 et cavalier B3, notamment joué par Vladimir Fedosiev, hein, un gros maître à quand même 2730 Elo, donc c'est énorme. Mais du coup, il va jouer Dame B3, une nouveauté. Il va vouloir en fait faire ce même plan, hein, de préparer A4 B5, mais un coup plus tard, après avoir joué le cavalier. Et on va voir que c'est pas ouf ici, enfin c'est moins bon parce que ici ça autorise au noir le coup cavalier 5 que Gukesh finit par jouer, alors qu'avec le cavalier en F3, le cavalier ne peut pas venir là parce que c'est contrôlé. Et bizarrement, le cavalier est assez actif ici. Déjà, l'idée de Gukesh, c'est que sur F4, qui aurait pu être logique hein, pour taper le cavalier, il ne serait pas simplement revenu, mais il serait venu en G6. Et ça peut paraître comme étant un coup qui n'a aucun sens, parce qu'on venait créer cette espèce de pâté de pièces qui n'a aucune influence. Le cavalier en G6, on ne sait pas ce qu'il fait. Le fou en H7 est complètement enfermé. Déjà, l'idée, c'est que si jamais on pousse encore pour taper, il y a cavalier E5, et maintenant ça commence à taper. Le cavalier a une case pérenne, hein, où il agit durablement sur le centre. Et surtout, si jamais on fait autre chose, par exemple cavalier de fou D3, hein, qui est le coup de l'ordinateur, l'idée de Gukesh sera de jouer cavalier E7, et on a fait une espèce de translation hein, de D7 vers E7, où le cavalier contrôle les pions centraux, donc ça peut permettre de consolider un peu la position, et surtout peut-être dans le futur proche, il pourra venir en F5 pour jouer contre les cases centrales blanches, et ça peut jouer. Cependant, évidemment, Ding a senti le danger, je pense, et il n'a pas joué F4, il a joué A4, il a continué simplement son plan à lui, en essayant de taper sur l'aile dame, et en autorisant en fait le cavalier, autorisant au cavalier noir sa case centrale, mais il ne fait pas grand chose ici. Hein. Venir en D3 serait très suicidaire, parce qu'il y aurait simplement un coup comme cavalier A2 par exemple, et le cavalier peut finir par être enfermé dans le futur, hein, ça peut arriver, si jamais il n'a pas la case de 5, hein, donc on peut par exemple préparer ça avec une poussée F5 qui contrôle les dernières cases, par exemple. Globalement, c'est intéressant. Mais du coup, le cavalier ne fait rien. Et Ding va essayer de lui jouer sur sa majorité, enfin son attaque de minorité. En soi, on a une espèce de structure casse-bad où les blancs n'ont pas joué D4. Donc il peut essayer de jouer B5 pour taper un peu sur la structure, mais là il y aurait peut-être C5. C'est le gros avantage d'avoir joué sur D4. Mais il essaie de prendre de l'espace à l'aile. Ici, A5 était un coup intéressant. C'est le coup de l'ordinateur et c'est un coup qui est vachement intéressant. Parce que ici, les blancs n'ont pas le choix, hein, ils ne peuvent pas avancer, parce que du coup, il y aurait peut-être C5, et on voit que le cavalier doit partir, il ne peut même pas venir sur la case B5 parce qu'il y aura un pion. Et donc ici, il devrait prendre, mais ici, on voit que les blancs se créent un pion isolé, et donc ça peut poser problème, surtout qu'ici, il y a C5, coup principal, et après cavalier F3, prise, D4 par exemple. Les blancs ont sacrifié un pion, hein, mais ici, ils le regagneront très rapidement, et après prise, par exemple, il y aurait C prend, et après, bon, globalement, toutes les pièces noires sont très actives, on va récupérer ce pion ici, il n'y a aucun problème. Maintenant, Ding n'est pas parti, Gukesh n'est pas parti sur des complications comme ça, hein. Il a joué plutôt tour C8, ce qui est très logique, hein, pour simplement consolider ça, pour préparer la poussée 5 quand même, et peut-être même préparer ça, et vous allez voir tout de suite avec A5, joué par Ding, il va jouer B6 pour continuer à menacer peut-être la poussée 5, même si pour l'instant c'est peut-être pas jouable. Et surtout ici l'idée, après A5 de Ding, donc bon coup qui permet de prendre l'espace, il donne un petit piège. Il ne peut pas simplement jouer A5, A6 ici Gukesh parce qu'il y aurait cavalier A4. Et bizarrement, Ding prend les cases importantes. Donc ici, après A5, B6 joué par Gukesh, très logique pour simplement péter un peu le centre, menacer. En fait, il vient un peu aplanir la position, il vient tout défendre, il va menacer C5 peut-être. Et ici, Ding va jouer cavalier F3. C'est son aveu de faiblesse, entre guillemets, où il va venir décider de jouer pour la nulle. Il va venir essayer de tout échanger, accepter que la position est nulle et qu'il n'y a probablement pas moyen de jouer la victoire. Pourtant, il y avait un coup qui était très intéressant. C'est fou A6, et je vais même mettre la petite notation. Hein. Voilà. Fou A6, qui était très intéressant. Mais il fallait en fait décerner qu'après tour C7, F4, cavalier G6, dame A3, c'est pas si clair. Le fou, il est très actif, peut-être. Même tour FC1 apparemment. Mais bon, globalement, la tour est assez active et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire ça. Mais le fou aussi.
Et le fou pourrait peut-être venir en B7 avec A6 qui arrive si la tour disparaissait de la 7ème rangée. Et il y aurait peut-être des F5 qui arrivent une fois que le cavalier pourra par exemple être revenu en F3 pour contrôler la case. Globalement, c'est quand même assez intéressant. Et c'est, je trouve, une idée assez atypique que j'avais envie de partager. Un fou A6 qui est quand même un coup très actif où Ding aurait pu jouer encore pour quelque chose, mais du coup il préfère jouer cavalier F3 pour condamner en fait le cavalier noir à s'échanger. S'il revient en arrière, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein. Les blancs vont ensuite jouer D4 et on voit que la poussée C5 sera extrêmement compliquée, hein. Je vous montre la ligne juste cavalier ED7, D4 viendrait peut-être empêcher, hein, la poussée C5. Apparemment l'ordinateur dit même B5 carrément ici. Parce que ici tu peux pas pousser, hein, parce que ici le pion D4 serait en l'air. Donc tu serais obligé par exemple de prendre. Mais sur quoi ici, après prise, il y aurait simplement probablement cavalier prend B5, et les blancs sont extrêmement actifs. Donc il ne peut pas simplement revenir en arrière. Il va plutôt venir prendre le fou, prendre le cavalier, mais c'est l'idée de Ding qui voulait à présent venir avec le fou, hein, taper un peu sur la structure D5, et maintenant C5 n'est toujours pas possible, parce que c'est défendu 2 fois, et attaqué 3 fois. Donc ici, Gukesh perdrait du matériel, même si apparemment c'est plus compliqué que ça, hein. L'idée c'est qu'après prise, apparemment les noirs ont des compensations après cavalier E4, hein. Mais clairement, ça ne sert à rien de se mettre en danger pour ça, en danger comme ça pour Gukesh, hein, parce que Ding est le seul à jouer pour la victoire dans cette ligne. Et donc, il va simplement jouer D4 lui-même pour se débarrasser de ce pion. Son idée c'est que si jamais Ding venait à prendre ici, il y aurait simplement Dame prend, hein, et le pion en 2D deviendrait une faiblesse, hein. Il serait isolé au centre sur une colonne ouverte, hein, donc Gukesh pourrait très rapidement amasser de l'attaque contre cette faiblesse. Donc à la place, après D4, Ding va décerner cela, il va jouer extrêmement rapidement cavalier E2 pour venir simplement taper, hein, le pion. Ici, Gukesh va prendre le pion en E3. S'il avance, le problème c'est qu'il y aurait peut-être simplement cavalier F4 pour venir taper un peu le pion, et il est très très difficilement défendable. Il y aurait un coup comme prise, puis peut-être tour A7. Globalement, le pion D3 est un peu inutile et il est quand même vachement trop avancé selon moi. Et selon Gukesh aussi, je pense, parce que du coup, il a décidé de simplement prendre le pion. Et après, déprend, la position est complètement plate en fait. La position va probablement se finir en nul et aucun côté n'a réellement de possibilité de jeu. Ding a peut-être de l'espace à l'aile roi, à l'aile dame, mais ici, Gukesh a largement assez de pièces pour jouer contre ça. Gukesh contrôle bien le centre avec ses cavaliers et ses fous, la tour va venir en jeu, la dame va peut-être même partir et laisser la colonne verte pour la tour. Et les blancs aussi sont actifs, en fait les deux côtés sont bien, il n'y a pas de côté particulièrement plus mauvais que l'autre, les deux sont parfaitement bien. Fou E4 joué par Gukesh, hein. Il veut pousser Ding à prendre pour activer encore un peu plus son cavalier et peut-être menacer la fourchette en D2. Mais du coup Ding ne va pas prendre, hein. Après Fou E4 il va jouer tour FD1 pour attaquer la dame, que Gukesh bouge en E7 pour simplement contrôler encore un peu le fou, peut-être mettre pression sur le pion en B5, en B4. Ici Ding prend maintenant le fou, cavalier prend, A prend B et cavalier C3. Ding décide de simplement tout échanger, il veut échanger aussi ses mauvaises pièces, notamment le cavalier en 2 qui faisait pas grand chose contre le cavalier magnifique en E4 de Gukesh. Il comprend qu'il n'y a pas grand chose à faire, que ça va probablement se finir en nul. Gukesh évidemment ne prend pas parce que ça serait aider les blancs ici dans leur conquête de l'amélioration de leurs pièces. Il va plutôt garder son cavalier en jouant tour FD8 et il va laisser Ding prendre pour activer encore sa dame. Gukesh essaie vraiment d'améliorer ses pièces le plus possible, hein. Même si la position est nulle, il veut essayer de mettre toutes ses chances de son côté. H3 joué par Ding pour créer une case sortie pour le roi, hein, très logique. C5, tour prend tour, tour prend tour, B prend C, tour C1. Les pièces échangent, hein. Ding vient contrôler le pion passé. Dame E5 joué par Gukesh avec la petite idée, un petit piège, c'est que si Ding se dit bof, je vais jouer très rapidement, je vais jouer Dame C3, on va échanger les dames et ça va aller. Bah là il y a tour D1 échec, et ici ça commence à poser problème, hein, parce que la dame contrôle la case H5 et toutes les cases sont contrôlées par la tour, donc ça fait un mat du couloir, ça force tour prend tour, et maintenant la dame n'est plus défendue, hein, et il y aurait dame prend dame et les noirs sont gagnants. Donc petit piège un peu marrant tendu par Gukesh, hein. Aussi ça vient simplement défendre le pion, hein. Et contrôler du coup la case, donc ça empêche peut-être la tour aussi de s'exprimer parce qu'il y aurait peut-être tour D1, comme on l'a vu. Mais dame C2 joué par Ding qui vient simplement attaquer le pion et empêcher en fait, hein, toutes les tactiques avec tour D1. Tour D5 joué par Gukesh, il défend le pion.
G3 joué par Ding pour complètement stériliser toute tactique à base de tour D1, parce que maintenant le roi pourrait simplement bouger librement en H2. Et F5 joué par Gukesh, il essaye de jouer pour quelque chose alors qu'il n'y a rien. C'est logique, mais par exemple G6, E4 pourrait être un magnifique moyen de forcer la nulle. Il y aurait tour D4 pour s'en prendre un peu à ce pion, mais il y aurait dame prend pion, dame prend dame, tour prend dame et tour prend pion. Et cette finale est complètement nulle. La partie aurait pu se finir comme ça. Mais après, G3, il va jouer F5 du coup. Roi G2, roi H7, dame C4. Ils essaient de manœuvrer leurs pièces comme ils le peuvent. Dame D6, on voit que Gukesh essaye un peu de jouer sur quelque chose. Il va peut-être jouer dame C6 et essayer de partir sur une attaque sur le roi. Mais après E4, vraisemblablement, il n'y a plus rien. Ici, Gukesh va jouer tour E5, il vient garder la défense de son pion, peut-être s'en prendre à celui-là. E prend F5, joué par Ding. Tour prend F5, joué par Gukesh, qui continue à défendre et peut-être à menacer le pion F2. Mais dame E4 cloue la tour ici sur le roi. Ça force par exemple dame D5 pour contre-clouer la dame et défendre la tour. Mais après, dame prend dame, tour prend dame. Ici, il y a simplement roi F3. Et la partie est complètement nulle. Ils ont continué à jouer un petit peu. Roi G6, roi E4. Ici, on voit que Ding essaye de taper la tour qui défend un peu le pion. Et si par exemple tu venais à venir là, il y aurait peut-être H4 qui peut très vite arriver. Même si c'est quand même complètement nul, mais on voit que ça peut être dangereux. Donc Gukesh finit par se résilier, il va jouer tour D4, échec. Et Ding va revenir en E3. S'il vient en E5, c'est peut-être intéressant. Mais je pense qu'il n'avait pas envie de laisser tour D2 pour qu'il viendrait peut-être taper un peu les pions. Et de toute façon, c'est nul. Donc il a simplement joué roi E3, puis tour D5, roi E4, tour D4, roi E3, tour D5, roi E4 et tour D4, répétition. Donc une petite partie nulle, qui n'était pas non plus extrêmement critique, comme la partie dernière, où il y avait des pièces qui pétaient de partout, il y avait un fou en C2 qui était souvent enfermé. Mais il n'empêche que je trouve que c'est assez intéressant comme système. On a vu que Ding avait des possibilités de jeu, notamment sur les dames ici, où il avait un bon moyen de jouer. Et je trouve que cette petite idée de jouer sur B3 mais sans développer le fou, ne pas donner son adresse pour peut-être jouer fou A3, je trouve que c'est une idée très intéressante, même jouée par les meilleurs. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens comme Diego Flores, 2600 Elo, Wesley So, 2800 Elo, qui ont joué cette approche. On a vu qu'il y a des positions similaires qui étaient arrivées par des gens comme Vladimir Fedosiev, qui est un grand maître 2730 Elo. Donc je trouve le système intéressant et honnêtement c'est quand même très bien joué. Je ne vais pas dire qu'ils sont pleutres comme ils avaient fait quand c'est le jeu italien. Je trouve que les deux joueurs se sont quand même un peu battus, même si la nature de la position était un peu plate, mais il n'empêche qu'ils se sont battus. Ils n'ont pas joué non plus une nulle ennuyante comme ils avaient fait à la ronde 2. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Globalement, petite partie nulle, donc ils sont à 2 partout maintenant. La ronde 5 se passera demain, le 30 novembre, et Gukesh jouera les blancs. J'ai hâte de voir la partie de demain. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Likez et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Si vous pouvez toujours retrouver les parties commentées dans la description. Il y a un petit lien Lichess qui peut vous permettre d'analyser les parties vous-même. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à demain pour la ronde 5 de ce championnat du monde palpitant. C'est Dragonia Alpin. Tchuss.